C'est un atelier donc, que je vais vous présenter donc, au nom de la société Vedia, dont moi je suis le CTO, c'est-à-dire le directeur technique, et également le cofondateur. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre sur cet atelier? On va apprendre à travailler avec un DAM et surtout à voir à quel point c'est simple finalement de passer d'une situation de chaos avec plein de contenus qui sont balkanisés dans des drives, des Dropbox, des box.com, un peu partout, à quelque chose de bien rangé, d'accessible, où tous les gens qui ont besoin de prendre des comptes d'une marque vont pouvoir s'en saisir pour les redistribuer sur tous les canaux, les milliers de canaux que vous gérez, donc les canaux sociaux, les canaux web, les canaux e-commerce, les canaux de création de contenu, et donc la matière première, les briques de base, en fait, souvent, cette matière première qui a énormément de valeur, elle est dispersée dans énormément de petits systèmes, chacun a un peu le sien, et donc c'est pas très accessible, et c'est bien dommage, en fait, de laisser toute cette matière première à l'abandon. Alors le DAM, c'est le mot américain pour ce qu'en France on appelle couramment les médiathèques, c'est un endroit, ce qu'on appelait avant les photothèques, lorsqu'il n'y avait que de la photo. Et c'est un endroit où on va vouloir classer les choses de façon cohérente. Et ce qui va vraiment changer par rapport finalement à tous les autres systèmes de classement, c'est un aspect complètement multidimensionnel. On veut vraiment ranger les choses pour que les gens les trouvent facilement. Et pour que les gens les trouvent facilement, même si intuitivement on va se dire que les dossiers sous dossiers c'est une bonne façon de faire, on va s'apercevoir qu'il y a plein d'autres façons de faire, et en particulier des filtres de recherche très puissants qui vous permettent de trouver le contenu beaucoup plus simplement. Alors, ce qui est important aussi de se dire, c'est que lorsque on se dit qu'on va classer des médias, il faut penser à tous les types de contenus. C'est-à-dire, évidemment, dans la plupart des médiathèques, on va trouver essentiellement des images, mais bien entendu, on va vouloir trouver également de la photo, mais pas que, on va vouloir aussi trouver des documents print, prêts à être imprimés ou prêts à être customisés, des documents PDF, on va trouver la 3D de plus en plus, donc on va trouver énormément de types de fichiers, donc là c'est ainsi intéressant de s'attacher à retrouver facilement tous ces types de fichiers et les rendre exploitables facilement. À l'heure actuelle aussi, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle, j'ai pas mal de confs là-dessus, on a une demain à 9h, je vous invite à y aller, va nous aider beaucoup à, là encore, à retrouver les médias, à les classer, à les mettre en ordre et à les taguer automatiquement, et donc c'est bien dommage de se priver de cette capacité. Il faut savoir que l'IA, initialement, elle a démarré sur le domaine de l'image et elle marche hyper bien sur le domaine de l'image. Il faut vraiment s'appuyer là-dessus. Et puis, en fonction de la complexité des organisations, on peut avoir beaucoup de niveaux. On peut avoir un seul niveau, mais on peut aussi avoir des niveaux par langage, on peut avoir des niveaux par filiale, par département, par sous-filiale, et là, c'est intéressant aussi de faire en sorte que l'organisation des médias, eh ben, elle reflète complètement l'organisation de l'entreprise. Et puis, qui dit image, dit droits digitaux. Et les images ne sont pas gratuites, en fait, elles ne sont pas libres de droit la plupart du temps, donc on attache, il y a des auteurs, des photographes, des vidéographes qui travaillent sur le sujet, donc on leur attache des droits, et il faut respecter ces droits, pour des raisons morales à la base, mais également économiques, parce que lorsqu'on utilise des images ou des vidéos sur lesquelles vous n'avez pas les droits, vous exposez forcément à des compensations pour leurs auteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité des clients qu'on peut adresser avec un DAM. Ça, c'est donc des clients Vedia. Dans l'assistance, j'ai un certain nombre de confrères qui ont aussi une grande variété de clients. C'est-à-dire que ce ne sont pas des logiciels qui sont verticaux, ou très peu verticaux. C'est des logiciels qui sont au contraire prévus pour que tous les producteurs de contenu et les consommateurs de contenu puissent s'en saisir. Donc que ce soit Harley Davidson, Estée Lauder, Volkswagen, qui n'ont des métiers qui n'ont approximativement rien à voir, et ben eux par contre vont se retrouver dans la souplesse de classement, la capacité à retrouver facilement tous les médias. Alors, bon, juste Vedia, pour vous dire, donc en effet en termes de diversité, on a 6600 clients, on gère plusieurs milliards de médias, on gère des médias sur des grosses marketplaces, donc ça fait énormément de volume. C'est 120 pays, 150 personnes, et on est présent dans 6 villes pour couvrir tous ces clients. Alors je vais revenir un petit peu à l'essence en fait de ma présentation. Donc là, ce qu'on veut faire, moi ce que je veux vous montrer, c'est qu'on ne s'engage pas sur des projets très complexes forcément. C'est-à-dire que vous avez en effet l'envie ou l'ambition de créer un DAM dans votre entreprise, de le déployer ou d'en redéployer un nouveau. Je vais vous montrer qu'en 30 minutes, alors j'ai déjà pris un petit peu de temps, mais on va pouvoir faire un setup assez simple qui va correspondre à des besoins d'entreprise
Et on va se poser à chaque fois des questions qui finalement sont les questions de gestion de projet pour arriver de bout en bout à quelque chose d'utilisable. Et alors pour prendre un exemple, moi j'ai des amis qui ont lancé une marque Ashoka qui donc fait de la maroquinerie végane. Donc tous les sacs, toute la maroquinerie est réalisée sans cuir animal, donc avec du cuir de pomme, des cuirs également basés sur des champignons. Et donc c'est une marque avec forcément du e-commerce, on a beaucoup de visuels, on a des collections, on a forcément du contenu de marque, on a tout ce contenu qui pour l'instant en fait n'est pas organisé. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer comment on va passer donc, de ce qui est leur vécu actuel, c'est-à-dire ils ont tout dans un drive, et ils galèrent un petit peu à chaque fois qu'ils doivent envoyer un journaliste ou un studio un certain nombre de médias. Comment est-ce qu'on peut justement passer de cet état où rien n'est bien nommé, tout est dans des hiérarchies, parfois on n'a même plus les droits, il y a des collections qui ont expiré, des collections capsules qui ne sont pas facilement accessibles et facilement repérables, à quelque chose de bien organisé. Voilà. En plus, ça me fait plaisir de faire un petit coup de projecteur, parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est génial. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a en fait comme type de contenu? On va avoir beaucoup de contenu produit, donc beaucoup de packshots, donc c'est vraiment les produits isolés sur leur fond blanc. On va avoir également des produits portés, des natures mortes où le produit est positionné sur un fond citadin ou sur une mise en scène. On va avoir également du contenu typiquement éditorial, avec des posts de blog. Donc ça, ce sont des contenus qui vont reprendre certains visuels, qui vont les mettre en valeur sur des axes particuliers. Mais vous avez plein de conférences pour savoir comment faire le meilleur contenu éditorial à All for Content. Et puis bien sûr, beaucoup de contenu pur visuel, quasiment, où on a essentiellement des stories, du post Instagram, avec, on voit quand même une tendance où on met le produit en avant, mais aussi on met aussi tout ce qui fait l'essence en fait du véganisme, c'est-à-dire un respect des animaux, de la planète, et donc qui sont des posts d'illustration qui vont compléter en fait toute l'imagerie produit. Donc si on mettait ça dans un drive, on aurait peut-être des arborescences. Voilà ce qu'on aurait en fait. On a un peu de tout, quoi. On a des dossiers sous-dossiers avec des noms, des produits. Alors, en plus, là, bon, ils ne sont pas forcément très mal nommés. On a tout le branding qui se trouve au même niveau que le reste. Voilà. Bon, ils sont peut-être pas très très bien organisés, mais quand même, on n'est pas encore sur du contenu facilement accessible et facilement réutilisable. Avant de commencer ça, je vais quand même vous montrer notre objectif. Qu'est-ce qu'on fait, on va viser comme type d'organisation et qu'est-ce qu'on espère en avoir comme bénéfice. Alors Lynn, qui est notre responsable marketing, elle va m'aider à tenir le micro pendant que je fais la démo. Je peux te le passer? Merci Lynn. Voilà, alors, je pense que vous m'entendez bien. Oui. Ok, je parle un peu plus fort. Donc ce qu'on veut, en fait, c'est un DAM qui ressemble à ça. Un DAM où finalement on a à la fois des recherches très simples, où on va avoir par exemple des recherches full texte qui vont ressembler à du Google. On va avoir donc des listes de médias. On va avoir des propositions qui sont liées à l'intelligence artificielle qui va vous suggérer des contenus qui sont liés à votre première recherche pour vous aider à filtrer les contenus émissions. Par exemple, à Cuba, les voitures américaines sont assez connues, donc l'intelligence artificielle fait le lien entre Cuba, véhicule, et elle sait que j'ai dans ma bibliothèque des images de Cuba. Donc ça, c'est vraiment un exemple de DAM déjà avec du setup, en particulier sur ce qu'on va appeler des filtres. C'est-à-dire que par exemple, j'ai des filtres qui sont custom sur des saisons. Voilà, tout ce qui concerne des destinations de voyage pour le printemps, des destinations de voyage pour l'hiver. Donc ça, ce sont des filtres qui sont métiers. On va avoir également de l'intelligence artificielle qui va dire, là, je voudrais des photos qu'avec des personnages, je voudrais des photos qu'avec des bébés, par exemple. Voilà, et ainsi de suite. On va pouvoir utiliser toute cette mécanique de filtrage qui vient en addition à tout ce qui est recherche full texte, plein texte. On va vouloir également, à part dans cette médiathèque, je disais, donc non seulement des images, mais également tous les types de médias, donc par exemple des vidéos.
Et lorsqu'on a des vidéos, finalement, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir un peu son YouTube privé, quoi, avec sa capacité à lire les vidéos, mais également à les republier sur des sites avec des petits copier-coller de code embed, comme on le ferait de YouTube, pour les diffuser directement à partir de la médiathèque. Qu'est-ce qu'on veut également lorsqu'on met en place un DAM? On veut des systèmes qui permettent d'avoir forcément tout le texte qui est parlé, par exemple, dans les vidéos, parce que ça a beaucoup de valeur, puisque vous allez pouvoir en créer du coup des sous-titrages automatisés. Et donc on va pouvoir avoir des sous-titrages qui vont s'ajouter à la vidéo automatiquement. Donc ça, c'est vraiment les apports d'un DAM par rapport à un Dropbox ou à un Google Drive. Bien entendu, on peut aller aussi beaucoup plus loin dans l'organisation des médias, et on verra tous ensemble, c'est que je n'ai pas forcément tout en vrac, je peux aussi avoir ce qu'on appelle nous des univers, par exemple univers où il n'y a que les images de toute la logotypie, tout ce qui est le brand, l'image de marque de l'entreprise. On va également pouvoir, si on a des arborescences produits, reproduire un petit peu ce qu'on a dans les sites e-commerce pour retrouver cette navigation par arborescence et retrouver les images qui sont attachées à un produit. Voilà, là je suis vraiment dans de la super organisation, c'est hyper simple de retrouver ce que je veux et c'est très simple comme ça de les rediffuser, parce que une fois qu'on a fait ça, ce qui est intéressant, c'est de faire des recherches, de faire des sélections et très rapidement, tout simplement de les diffuser par email, de les ajouter dans des sélections durables, comme nous on appelle les tableaux, comme sur Pinterest, que je vais aussi pouvoir transmettre par un lien, périssable ou non, à des acteurs extérieurs comme des agences ou d'autres photographes. Voilà, ça c'est notre objectif. Et pour l'atteindre, finalement, on va devoir partir non pas de quelque chose qui est déjà fait, comme je viens de vous démontrer, mais on va travailler sur finalement une méthodologie que je vais vous décrire. Donc, le principe en fait de cette méthodologie, c'est de travailler sur 3 axes. On a une première phase de setup où on va partir de quelque chose de vierge. Alors, normalement, c'est pas une expérience très excitante de souscrire à une solution SaaS et de faire le setup. On va voir à quel point ça peut être simple et pour le coup, il n'y a pas besoin d'y passer trop de temps et que ça permet d'être très interactif dans sa réflexion. Après, on a tout ce qui est transfert de données. Vous avez déjà de la donnée, donc on va voir comment est-ce qu'on peut la récupérer facilement. Et après, du coup, il y a tout le reste. Par exemple, se connecter à vos sites web, à vos Drupal, vos Shopify, à vos Creative Cloud. Et donc ça, c'est tout encore une suite de syndications où on va pouvoir publier les contenus automatiquement sur plein de médias. Mais on ne va pas sans doute avoir le temps d'arriver jusque-là, mais parce que moi, je voudrais me concentrer sur la première expérience. Ouais. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer où est-ce qu'on en est. Donc, pour l'instant, c'est un nouveau client, Ashoka, et ils ont donc un DAM qui est entièrement vide, où il n'y a absolument rien. Il n'y a même pas de branding, il n'y a même pas de... Comment est-ce qu'on va... On va commencer déjà par travailler sur déjà mettre le DAM à nos couleurs, à la base. Alors, pour faire ça, on va déjà aller dans l'apparence. Et... Ah oui, mais j'ai pas les logos. Donc, c'est pas grave. Je vais juste mettre les couleurs Ashoka. Je vais télécharger le logo ici. Et donc on va tout simplement se mettre un peu aux couleurs. D'Ashoka, les couleurs d'Ashoka également. On va également aussi se poser la question maintenant de comment est-ce qu'on va organiser j'ai pas tout mis. Je vais juste récupérer quelques images en plus.
Voilà. Excusez-moi. Donc pour la petite histoire, j'ai changé mon Mac pour un PC quelques minutes avant. Donc j'ai pas tous mes médias avec moi, mais c'est pas grave. On va donc déjà s'organiser justement, on va déjà essayer de créer son organisation. Et comment est-ce qu'on va créer son organisation? On va essayer d'analyser comment la marque elle-même a organisé son contenu. Alors comment est-ce qu'elle a organisé son contenu? On va revenir sur le site. Les sites, souvent lorsqu'on a un site e-commerce, on voit déjà comment est-ce que la marque a pensé l'accessibilité de son contenu. Alors pour faire ça, finalement, on va regarder ce genre d'informations. Où se trouvent les catégories principales? Donc on voit qu'ici on a un premier niveau de catégorie qui est souvent le genre. Bon, après on a à voir souvent une organisation en arborescence de catégories. On va avoir également aussi les matières, et c'est très important pour eux. Donc voilà, tout ça, ce sont des axes en fait de métadonnées. Et la métadonnée, c'est vraiment ce qu'on va attacher comme information à tous les médias qu'on veut rentrer, qui est complètement propre à la marque et qui permet après, lorsqu'elle est bien renseignée, de naviguer efficacement dedans. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va justement définir ces métadonnées. Donc là, je vais créer une première métadonnée qui va être, on l'a vu, le genre. Alors, on voit qu'on a différents types de métadonnées. Pour classer les choses, la plupart du temps, on va utiliser des listes ouvertes ou listes fermées, qui sont justement une liste de valeurs. Donc, dans le genre, on va avoir unisexe, homme, femme, par exemple. Et donc, je vais pouvoir dire, voilà, j'ai une première métadonnée qui est le genre. Elle est de type liste. Je n'ai pas de valeur existante. Et je vais juste créer la métadonnée. Ensuite, j'avais une deuxième type de métadonnée, on l'a vu, c'était la catégorie. Donc comment est-ce que je classe en fait toute cette maroquinerie? On voit qu'il y a des sacs, de la petite maroquinerie, des porte-cartes. Donc je vais créer une deuxième métadonnée, mais cette fois-ci, elle va être de type arbre. Puisque justement, là, on est vraiment sur une classification de type e-commerce ou produit. Donc là, on est sur la catégorie. En anglais, catégorie. C'est de l'arbre, et donc pareil, on va laisser la liste ouverte pour que les gens puissent créer des valeurs eux-mêmes. Ensuite, on a vu qu'on avait une liste de matériaux également. Eh bien, on va créer de la même façon une liste rapidement de matières. Et puis, j'aimerais aussi faire un travail qui est de dire, j'aimerais aussi distinguer ce qui est de la collection permanente des collections de capsules. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais retrouvé dans un drive, en fait, cette espèce d'ordonnancement. Donc là, je vais encore créer une métadonnée de type liste, et là, je vais l'appeler type de collection. Voilà, alors là je vais publier ces métadonnées et désormais mon site va refléter finalement toutes mes modifications et donc je vais pouvoir les utiliser dès à présent. On va attendre que la publication soit faite, ça y est. Donc désormais si je reviens sur mon DAM, lorsque je vais télécharger des nouveaux médias, que j'ai téléchargé ici, je vais donc télécharger tout un ensemble de médias de mon drive, et donc le système va les envoyer et les analyser pour justement déjà les préclassifier. En particulier, il va y avoir des choses intéressantes dans l'analyse, il va essayer de détecter s'il y a des doublons qui sont envoyés dans les lots que j'envoie ou qui sont déjà présents. Donc
Donc là, on va pouvoir atteindre les médias dans l'analyse. Donc les voici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je suis en train de faire la récupération de données. Donc, pour récupérer des données, il faut leur attribuer justement des métadonnées. Donc si je prends cette image-là, on voit que j'ai type de collection, matière, catégorie, genre. Donc tout ce que j'avais saisi se trouve ici comme nouvelle métadonnée à remplir. Donc ici, on voit que je suis sur un type de collection. Donc ça, c'est une collection capsule. Donc, je vais créer la métadonnée. Et là, on va vouloir que tout soit bien organisé. En particulier que lorsqu'on est dans un environnement international, on retrouve des libellés en français et en anglais. Donc, automatiquement, le système va proposer des traductions pour tous les tags que je vais mettre sur ces nouvelles informations. La matière, donc là, pareil, je vais la créer. Elle s'appelle Milo. C'est le champignon qui sert de cuir. Et ensuite, je vais arriver à la catégorie. Alors dans la catégorie, ce qui est intéressant, c'est que là, on va travailler sur l'arborescence, donc il faut d'abord créer certains niveaux avant d'arriver à d'autres. Donc on va d'abord créer la petite maroquinerie. En anglais, Small Desert Boot apparemment. Mais en fait, ça, c'est de la petite maroquinerie, mais c'est avant tout un porte-carte, donc je vais créer la métadonnée. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, on verra par la suite, mais tout le monde n'a pas forcément les droits de créer ces axes de classement. On peut réserver ça à certaines personnes. Nous, on peut être intermédiaire. Il peut y avoir certaines personnes qui proposent en fait des classements et d'autres qui les valident. Donc là, je vais créer le porte-carte, qui est un enfant de la petite maroquinerie et qui, en anglais, va s'appeler card holder. Alors vous allez me dire, si je dois faire ça pour chacun des médias, ça va être vraiment très long. Donc du coup, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des sélections multiples pour justement prendre tous ceux qui sont la petite maroquinerie et donc l'attribuer. Alors je peux le faire clic par clic ou je peux drag, glisser et déposer ici. Et donc là, je vais pouvoir comme ça valider mes médias, sauf que je vois qu'il y en a un qui me propose, enfin me sort une erreur, puisque donc j'ai des doublons. Donc on voit qu'ici, il se dit, bah là, j'ai peut-être déjà une image qui ressemble à celle-là. Donc je vais pouvoir comme ça les valider ou pas. Donc là, je vais donc travailler sur l'insertion des médias. Je vais retirer je vais valider les doublons. Et donc voilà, je vais pouvoir comme ça continuer à travailler sur mon insertion. Alors je vais peut-être rajouter des médias. Solo. Par exemple, le sac rouge, port document. Donc là, c'est une collection permanente. Je vais, la matière, c'est du cuir de pomme. Et la catégorie, c'est un sac. Voilà. J'ai également une vidéo que je vais valider telle quelle. Voilà, si je reviens donc dans mon DAM, ce qui va être intéressant, c'est de voir que naturellement ils sont rentrés et du coup j'ai déjà des filtres. Si je veux filtrer automatiquement par les images ou les vidéos, on voit qu'automatiquement les filtres se sont alimentés. Et bien entendu, on va pouvoir filtrer aussi par couleur dominante naturellement, c'est-à-dire que je veux chercher toutes les images qui ont une dominante de noir, je vais pouvoir le trouver très facilement. Mais on voit que là, les filtres n'ont pas beaucoup changé et c'est bien dommage puisque du coup j'ai rajouté des métadonnées, mais mon système de recherche ne s'est pas adapté automatiquement. Même si naturellement, si je veux chercher un Milo rose, il va me le retrouver, puisque déjà il a compris en fait comment c'était classé. Mais je n'ai plus ici la capacité à faire des filtres. Donc là, c'est intéressant, c'est de retourner dans le setup et de se dire, alors là, ce qui va être intéressant, c'est de créer des filtres.
Alors, vous allez travailler la recherche. Alors, je vais créer des filtres. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir donc le type de collection, par exemple. Je vais créer un nouveau filtre. Je vais créer encore un autre filtre qui va s'appeler collection de matière. Et j'avais également la catégorie. Et à chaque fois, le système me propose soit de les créer à la chaîne, ce que j'ai fait, soit on va pouvoir aller les configurer et les personnaliser. Parce que forcément, vous ne voulez pas, vous voulez pouvoir adapter finalement le comportement de ces filtres. Et ça encore, c'est quelque chose que vous n'aurez pas sur Dropbox ou Google Drive. Pardon. C'est la capacité à justement, par exemple, à faire en sorte que lorsque je coche une catégorie dans un arbre, on prenne tout ce qu'il y a en dessous, au contraire, on reste exactement à cette catégorie. C'est ce genre de modification qu'on va pouvoir vouloir créer. Donc ici, je vais les rajouter dans la liste de filtres. Et je vais pouvoir les positionner, bien sûr. Donc, je vais pouvoir masquer, supprimer des filtres qui ne me servent à rien. Et je vais pouvoir ajouter, par exemple, on a vu la matière. On va pouvoir ajouter également le genre, le type de collection. Et qu'est-ce que j'avais fait également je vais en tenir un cela déjà, et je vais pouvoir donc les positionner complètement dans la liste. Et vous voyez, en quelques clics, finalement, je mets en œuvre donc, tout ce système de configuration, où là, si je veux trouver uniquement tout ce qui est en cuir de pomme, je vais pouvoir retrouver rapidement mes filtres. Donc là, je suis vraiment en train de créer quelque chose qui est complètement multidimensionnel, puisqu'on va pouvoir ajouter des filtres et les mélanger à des recherches. Et donc, je vais vraiment commencer à trouver beaucoup de choses. Je voudrais finir, je vois qu'il me reste 3 minutes, avec un dernier type de filtre. C'est ce que nous, on appelle les univers. C'est-à-dire qu'ici, si je veux par exemple trouver les types de collections, je peux mettre des capsules ici, et du coup les mixer avec des mots-clés. Mais si je veux donner un accès hyper simple à mes collections capsules à quelqu'un, c'est un peu embêtant parce qu'à chaque fois il faut que je lui dise il faut que tu ailles cliquer là, tu mettras la capsule. Ce qui est sympa, c'est de lui faire en fait des systèmes où la collection est dynamique et déjà créée pour lui. On appelle ça des univers. Ici j'ai tous les médias et j'ai toutes les vidéos. Ici par exemple, je peux voir les vidéos. Ce que je vais vouloir faire là, c'est un endroit où toutes les collections capsules sont réunies. Je vais retourner rapidement, je vais créer un nouvel univers qui va s'appeler capsule. Et je vais le configurer pour que très simplement, finalement, on ajoute un critère personnalisé pour que on ne verra que les types de collections. On va faire notre capsule. Que le type de collection soit capsule. Je vais l'enregistrer. Et donc désormais, si je me rafraîchis ici, je vais donc pouvoir voir ici toutes les vidéos et toutes les collections capsules. Voilà. Comme ça, c'est ce qui va me permettre très rapidement de créer des univers, des désignations, et donc tout ça a son adresse propre et vous pouvez la communiquer à des gens. Et vous pouvez restreindre les droits là-dessus, donc tout simplement, vous pouvez communiquer des collections dynamiques qui vont s'enrichir au fur et à mesure. Alors je m'aperçois, on arrive à la fin. Donc moi, ce que je voulais, en conclusion, en fait, finalement, vous dire, c'est que ne laissez pas en fait vos médias enfouis justement dans des Drive et des Dropbox inaccessibles. Vous avez vu, c'est simple, on l'a fait en une demi-heure sur un PC, de faire un setup d'un DAM
on a pu récupérer la donnée, et on a pu la taguer très simplement, et on est capable comme ça de passer d'un état de chaos où le contenu est balkanisé à quelque chose de bien organisé, très simple à mettre en œuvre. Ça vous impose finalement de faire une réflexion sur la structuration de vos contenus, puisque du coup on a regardé comment était organisé, comment est-ce que les gens finalement vont chercher le contenu. Donc, souvent ça a déjà été réfléchi dans les sites e-commerce ou les sites éditoriaux, mais du coup ça vaut le coup de se poser la question de tout ce système-là de taxonomie, puisque c'est le nom officiel en fait de cet art de classement. Et puis, ce que je voulais vous montrer et vous démontrer, c'est que c'est très simple à faire. C'est-à-dire qu'en live, de façon hyper immédiate, vous créez et vous modifiez finalement et vous adaptez en permanence votre dame. Ce ne sont pas des projets qui sont faits une seule fois et après vous les laissez mourir. C'est des projets que vous allez faire vivre en permanence pour les adapter à vos nouvelles pratiques, vos nouveaux produits, et donc tirer bénéfice comme ça de cet outil le plus longtemps possible. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et sinon, je vous invite à aller voir plein d'autres conférences justement sur comment créer et publier tous ces contenus. Merci. Et on se revoit en effet demain à 9h pour une conférence sur l'IA générative.